c'est l'heure des enjeux internationaux. En Inde, c'est ce matin que la Cour suprême commence à étudier le cas de Rahul Gandhi, le leader de l'opposition au Premier ministre Narendra Modi, fait appel de la décision d'un tribunal local de l'État du Gujarat qu'il avait condamné le 23 mars dernier à 2 ans de prison pour avoir dit en 2019, lors d'une campagne électorale, que tous les voleurs ont Modi comme nom de famille, ce qui lui avait valu donc des poursuites. Cette sentence rend Rahul Gandhi inéligible et surtout, elle le muselle aussi puisqu'elle ne permet à la figure du proue du parti du Congrès ni de siéger au Parlement, là où Rahul Gandhi peut dénoncer publiquement le clientélisme au sommet de l'État indien, ni de participer aux élections générales de 2024 dont le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party, le BJP de Narendra Modi, est donné largement vainqueur. La décision donc de la Cour suprême indienne est particulièrement attendue. Alors pour comprendre encore mieux le contexte de cet épisode important de la vie politique indienne, nous sommes ce matin en compagnie de Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche aux séries de Sciences Po et au CNRS. Vous avez notamment publié L'Inde de Modi aux éditions Fayard. Est-ce que vous pourriez, Christophe Jaffrelot, nous présenter Rahul Gandhi, l'héritier donc d'une longue lignée politique indienne? Il est le petit-fils d'Indira Gandhi qui a occupé donc la fonction de Premier ministre dans les années 80. Oui, et le fils de Rajiv Gandhi qui a été Premier ministre, lui, de 84 à 89, et puis le fils aussi de Sonia Gandhi qui a été pendant 10 ans, de 2004 à 2014, celle qui a en coulisses tenu la coalition qui a gouverné l'Inde lorsque Manmohan Singh était Premier ministre. Alors c'est un homme qui, à la différence de son père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père, Jawaharlal Nehru, n'est pas un homme de pouvoir, au sens où il est beaucoup plus à l'aise dans la réflexion, le discours, voire l'abstraction, que dans la gouvernance, que dans l'action politique au sens propre du terme. Mais ce registre l'a conduit à renouer avec ce que le Mahatma Gandhi, celui qui a véritablement fait du Congrès, un parti de masse, avait inventé l'action sociale, l'action populaire, l'action de masse. Il a effectué, il y a quelques semaines, et pendant quelques semaines, une marche remarquée du sud de l'Inde jusqu'au Cachemire. Et c'est l'une des raisons, c'est pas la principale, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles Narendra Modi le craint sans doute davantage. On reviendra sur cette Bharat-Yodo Yatra, ce rassemblement pour l'unité de l'Inde, cette longue marche que vous évoquiez, Christophe Jaffrelot. Juste 2 fois, Rahul Gandhi s'est présenté aux élections sous les couleurs du Parti du Congrès en 2014, 2019. 2 fois, il a perdu face à Modi. Quel rôle joue-t-il politiquement depuis 2019 et en fait l'annonce de sa mise en retrait de la course aux responsabilités nationales? Oui, alors c'était d'ailleurs un loser, pour prendre une formule un peu, je dirais galvaudée, que le BJP se félicitait d'avoir comme rival, parce que le BJP pensait que tant que Rahul Gandhi serait l'opposant à Narendra Modi, celui-ci continuerait à gagner. Alors, avec une innovation ces derniers temps, c'est que Rahul Gandhi a libéré sa parole, il s'est défait du rôle de président du Congrès, il a quitté la tête du parti après la défaite de 2019 pour justement se lancer dans un mouvement social dont on reparlera, cette Bharat-Yodo Yatra, et puis pour au Parlement utiliser son siège de député pour dénoncer le capitalisme de connivence. Et c'est là le rôle que il s'octroie, et ça rejoint ce que je disais sur son gandhisme en quelque sorte. Il se veut beaucoup plus la conscience de la nation qu'un chef politique, un leader, un chef de parti. Et donc au Parlement, il a commencé en particulier à dénoncer la façon dont Gautam Adani, l'étoile mondante du capitalisme indien, a bénéficié de passe-droit grâce à sa relation très étroite
avec Narendra Modi. Et ça, je pense que c'est la raison principale pour laquelle on ne veut plus de lui au Parlement, parce que l'affaire Adani n'en est qu'à ses débuts. Peut-être pourriez-vous d'ailleurs, pour les auditeurs, Christophe Chafrelot, nous rappeler un peu que justement que ce milliardaire indien Adani a été accusé de fraude par un fonds américain et que justement Rahul Gandhi en a aussi fait un débat politique. Enfin, il en a profité d'une certaine manière. Vous nous rappeliez un peu les ressorts de cette affaire. On est en Inde dans un contexte qui rappelle furieusement celui des oligarques qui, partout dans le monde d'ailleurs, prospèrent à l'ombre des national-populistes autoritaires. Le national-populisme qu'on voit fleurir à travers la planète est une économie politique, avec à chaque fois des milliardaires qui sont dans une relation de connivence. Les hommes au pouvoir, les hommes forts, leur accordent des passe-droits. En échange, ils financent les campagnes électorales de ces hommes qui ont toujours besoin d'être mandatés par le peuple. Et Gautam Adani est typique de cette relation de pouvoir. Il a connu une croissance météorique dans le sillage de Narendra Modi. Dans l'État du Gujarat. Voilà, dans l'État du Gujarat. Tout commence en 2002 d'ailleurs. Il est le seul petit patron à l'époque, à prendre le parti de Narendra Modi suite au pogrom auquel Narendra Modi a présidé. Il faut pas oublier que le premier acte politique de Narendra Modi en février-mars 2002, c'est de laisser se développer un pogrom dans lequel 2000 musulmans vont mourir. Et lui, Gautam Adani, parie que Modi est là pour longtemps, investit dans cette étoile montante de la politique indienne, et il va être bien récompensé, puisqu'il va profiter notamment de toutes les privatisations décidées par Narendra Modi. Il a maintenant un nombre de ports, d'aéroports absolument record, grâce à ces privatisations biaisées. Et puis, effectivement, il a triché. Il a triché et il a triché ce qu'une agence américaine a dénoncé, ce que les régulateurs indiens vont devoir quand même rechercher. Donc une enquête est enfin diligentée. Toutes les institutions de régulation des marchés, comme les autres d'ailleurs en Inde, sont à la botte du pouvoir, mais jusqu'à un certain point. Et là, on voit le cours de bourse de Adani baisser très dangereusement. Pour Narendra Modi, c'est un revers, et c'est peut-être le premier revers important qui le conduit d'ailleurs à mes yeux à faire la première erreur importante. Empêcher Rahul Gandhi d'être candidat aux élections, peut-être le faire passer par la case prison, c'est une erreur politique. Et ça, c'est une erreur politique qui reflète la nervosité du pouvoir actuel. Il faut aussi noter, peut-être Christophe Jaffrelot, que Gautam Adani s'est aussi emparé de NDTV, qui était encore une chaîne de télé qui donnait la parole à pas mal de gens et qui permettait un certain nombre de débats publics en Inde, et que certains craignent, depuis que Adani a pris NDTV, que les débats soient moins présents sur cette chaîne très regardée en Inde. Venons-en donc à ce rassemblement pour l'unité de l'Inde, la marche que vous évoquiez tout à l'heure, la Bharat Jodo Yatra que Rahul Gandhi a menée pendant plusieurs mois à l'automne dernier. Quel est le message de cette initiative? Est-ce qu'il a suscité l'enthousiasme des Indiens? Est-ce que ça donnait d'une sorte de charisme à Rahul Gandhi? Oui, il s'inscrit là dans le répertoire gandhien d'une manière très précise. Le Mahatma Gandhi est devenu une star internationale le jour où il a fait la marche du sel qu'il a conduit de son ashram du Gujarat, de Ahmedabad, jusqu'à la mer, où il a symboliquement ramassé une poignée de sel, chose qui était interdite par la loi, et il est allé en prison. C'est l'idée de marcher, l'idée du pèlerinage. Yatra, c'est le pèlerinage. Donc c'est un mot qui est à la fois pour désigner le voyage, le déplacement, mais aussi avec quelques connotations sacrées. Et donc Rahul Gandhi reprend cette forme de mobilisation populaire à son compte, mais il fait quasiment 4000 kilomètres à pied. Donc il traverse l'Inde du nord au sud. Les médias, pour les raisons que vous évoquez d'ailleurs, ne couvrent pas l'événement.
ou presque pas. Tous les médias, et NDTV est maintenant aussi dans cette situation, sont victimes de censure ou d'autocensure, mais les deux ont le même résultat. Et donc, on ne sait pas jusqu'à quel point ce mouvement a impacté l'opinion publique indienne. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu des milliers, des centaines de milliers de personnes à se joindre au cortège, et que Rahul Gandhi en a profité pour rencontrer les cadres du Parti du Congrès, parti qui, pour la première fois depuis des décennies, a tenu des élections internes et donc a montré que la démocratie pouvait aussi fonctionner au sein du parti. Les partis indiens sont en général beaucoup plus autoritaires que cela. Et c'est donc une chose qui maintenant va devoir être vérifiée par les urnes, en quelque sorte. Un chef populaire, des cadres peut-être revigorés. Qu'est-ce que cela va donner? On a des élections très importantes dans plusieurs États cette année, avant les grandes élections de 2024 que vous évoquez. Alors, revenons-en à l'actualité. Comment est composée donc cette Cour suprême qui va devoir donc statuer sur la neutralisation de Rahul Gandhi? Est-ce qu'elle est encore aujourd'hui une institution indépendante et crédible dans une démocratie qui se revendique être la plus grande du monde? Où les contre-pouvoirs et la justice sont captés par le parti de Narendra Modi, selon vous? Alors cette Cour suprême, il faut se rappeler que ça a été la fierté de l'Inde, et on peut dire de la profession judiciaire à travers le monde. Il n'y avait pas d'instance plus indépendante que la Cour suprême indienne, et pour une raison très simple, c'est que elle avait fini par obtenir que ce soit les juges qui nomment les juges. Un système qu'on appelle le collège, le collegium, fait que les juges de la Cour suprême sont désignés, cooptés, par des juges des tribunaux de rang inférieur, des tribunaux des États de l'Inde, de l'Union indienne, et puis par quelques juges de la Cour suprême elle-même. C'est la première mesure que Narendra Modi prend lorsqu'il arrive au pouvoir. Il introduit un amendement à la Constitution visant à changer la façon dont les juges de la Cour suprême sont nommés. Ce n'est plus le collège des juges, des magistrats, mais c'est un comité de 5 personnes où les magistrats sont minoritaires et où les hommes politiques sont majoritaires, qui doit désormais désigner les juges, nommer les juges à la Cour suprême. Il cherche à faire ce que Netanyahou fait en ce moment. Il cherche à faire ce que Orban a fait. Tous les national-populistes autoritaires qui prennent le pouvoir s'attaquent d'abord à l'indépendance de la justice. Il échoue parce que justement la Cour suprême se saisit du dossier une fois que cet amendement à la Constitution est voté et casse cette réforme. Mais Modi et son gouvernement se vengent assez facilement en refusant de nommer les juges que le collège des magistrats désigne, sélectionne, pour prendre les places des membres de la Cour suprême à mesure qu'il y en a de vacants. Et de fait, pendant des années, on est en 2015, 16, 17, il va y avoir un bras de fer entre l'appareil judiciaire et le gouvernement de Modi qui refuse de confirmer tous les juges qui auront été sélectionnés et qui lui déplaisent. Et à partir de 2017, on peut dire que la Cour suprême intériorise cette contrainte et cesse de chercher à nommer à la Cour suprême des juges qui sont susceptibles de déplaire à Narendra Modi. Et dans le même temps, la Cour suprême cesse de prendre des décisions contraires aux intérêts du gouvernement. On a par exemple en 2019 une loi très importante qui réforme l'accès à la citoyenneté. Pour faire bref, seuls les non-musulmans réfugiés en Inde sont éligibles à la citoyenneté. C'est une loi anticonstitutionnelle qui contredit le sécularisme de l'État. Eh bien, la Cour suprême s'abstient de traiter le dossier depuis 2019. Donc on a maintenant une Cour suprême qui est beaucoup plus docile qu'elle ne l'était auparavant. Et c'est elle qui décidera du sort de Rahul Gandhi et qui décidera éventuellement si Rahul Gandhi ira en prison comme le premier jugement l'en avait décidé. Merci beaucoup Christophe Jaffrelot d'avoir été avec nous ce matin dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche aux séries de Sciences Po et au CNRS et que vous avez notamment publié L'Inde de Modi chez Fayard.
France Culture. L'esprit d'ouverture.